Le choc des titans au Brésil, c'est notre grand angle. Lula président, on verra. L'ancien métallo est donné favori de la présidentielle au Brésil, mais le mythe, c'est son surnom. Le surnom de Jair Bolsonaro n'a pas dit son dernier mot. Un scrutin à haut risque tant la société est polarisée et la violence politique omniprésente. Alors, pour mieux comprendre ce qui se joue dans le plus grand pays d'Amérique latine, nous avons réuni sur ce plateau Christophe Ventura. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste Amérique latine, et vous sortez Géopolitique de l'Amérique latine aux éditions Erol. Avec nous, Juliette Dumont, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et chercheuse au CREDA. Alors je le disais, c'est une campagne très violente qui a eu lieu au Brésil, dans la rue, dans l'arène politique. On va voir notamment cet échange, c'était lors du dernier débat de la campagne présidentielle. C'est insensé pour le président du pays de venir ici et de dire ce qu'il dit avec la plus grande impudence. C'est pourquoi le 2 octobre, le peuple vous renverra chez vous. Vous n'avez rien contre mon gouvernement, rien. Arrêtez de mentir et ayez honte de vous, Lula. C'est juste un tout petit aperçu. Christophe Ventura, c'est vraiment cette violence qu'il faut retenir de cette campagne ? Elle fait indéniablement partie de toute la dynamique électorale et même plus largement qui est caractéristique du mandat en fait de Jair Bolsonaro. Souvenons-nous que la haine entre les deux hommes est quand même intense. La haine, elle est vieille entre eux. Et puis il y a déjà là, un parfum de revanche en 2022, puisqu'en 2018, Lula avait été écarté judiciairement de cette élection qu'il devait avoir en 2018 contre le même Jair Bolsonaro et qui était promise à Lula à ce moment-là. Et donc, évidemment, ce duel, pour reprendre votre titre, c'est une revanche que Lula veut avoir sur l'homme qu'il considère avoir pris le pouvoir en lui volant, en quelque sorte. Une revanche qui est à portée de scrutin, Juliette Dumont, puisque selon un dernier sondage qui est paru donc jeudi, un Datafolia, 50% d'intention de vote exprimée pour Lula da Silva. Il pourrait être élu au premier tour. C'est effectivement une possibilité, ce qui permettrait de ne pas avoir un deuxième tour et donc 3 semaines de plus d'une campagne qui est déjà extrêmement violente tant dans la pratique, les discours, surtout du côté des bolsonaristes. Maintenant, une victoire au premier tour sera encore plus, et ce sera une victoire juste, on est donc à 50%, ce sera peut-être 50,1, 50,2, et les partisans de Bolsonaro vont sans doute se manifester contre un résultat qui ne serait pas favorable à Bolsonaro. Oui, Lula l'a dit récemment, il redoute des troubles. Est-ce que l'on pourrait aller à une contestation de Jair Bolsonaro, comme ça s'est fait avec Donald Trump aux États-Unis? Il l'avait soutenu à l'époque, celui qu'on surnomme, à tort ou à raison, le Trump des tropiques. Oui, c'est une hypothèse sérieuse qu'il faut prendre en compte. Bolsonaro prépare les esprits à cela depuis très longtemps. Alors, je pense, c'est une hypothèse, mais que finalement, le scénario le plus peut-être chaud pourrait être celui que décrit Juliette Dumont. C'est-à-dire, si vous aviez au premier tour, le soir du premier tour, une victoire de Lula dès le premier tour, mais à un chouïa, pour reprendre l'expression de Lula d'ailleurs, c'est-à-dire, disons, à 50 points quelque chose, c'est le scénario dans lequel pourrait s'engouffrer Jair Bolsonaro pour dire, mais en fait, on me vole mon deuxième tour. Et donc, là, il pourrait agiter ses militants, etc., les réseaux sociaux pour enflammer un petit peu tout ça et inflammer le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et on rentrerait là dans une dynamique qui pourrait tout à fait être hors de contrôle dans les semaines qui viennent au Brésil. C'est finalement ce scénario-là qui pourrait être le plus propice à une violence plus forte de la part des partisans de Bolsonaro si Lula l'emportait dès le premier tour avec vraiment pas grand-chose au-dessus de 50. Alors on va s'arrêter justement sur l'électorat brésilien. Le vote est obligatoire. Il y a donc 156 millions, plus de 156 millions de Brésiliens qui sont appelés à voter. Jair Bolsonaro s'était fait élire en convainquant les plus populaires. Aujourd'hui, il paye notamment son bilan de la pandémie. On va rappeler les chiffres, plus de 680 000 morts. C'est ce qu'il paye en priorité aujourd'hui, Juliette Dumont? Il a été élu en 2018 à la fois par les classes populaires, les classes moyennes qui se sont senties
peu considéré durant les gouvernements du PT et par les très riches qui voyaient dans l'agenda économique bolsonariste des avantages. Si aujourd'hui une partie des classes populaires se retourne à nouveau vers Lula, c'est qu'ils espéraient, ces classes populaires espéraient une rupture avec notamment les mandats de Dilma Rousseff et le court temps où Michel Temer a été président, et où ces classes populaires ont vu à nouveau leur pouvoir d'achat s'éroder et les promesses, les avancées sociales de l'époque où Lula était président, perdre ces avancées. Et la crise, ils espéraient que Bolsonaro les favorise. Sauf que la crise du Covid, elle a eu un impact surtout sur les classes populaires. D'abord en termes de morts, ce sont surtout les plus pauvres qui ont payé un lourd tribut à la pandémie. Ensuite, en termes économiques, beaucoup ont perdu leur emploi. Et il faut savoir aussi que c'est un gouvernement qui a détricoté, avec l'aide de la Chambre des députés, toutes les lois réglementant le travail, donc toutes les protections sociales qui n'étaient déjà pas énormes au Brésil ont été quasiment détruites. Et en plus, au Brésil, il y a encore beaucoup d'emplois informels et ces personnes se sont retrouvées sans aucune protection. Et le discours de Bolsonaro disant « c'est une grippette », et les chiffres sont erronés sur les morts, ça a causé un revirement d'une partie des classes populaires. Alors il a encore des soutiens, Jair Bolsonaro, et pas n'importe lesquels. Le footballeur Neymar a fait cette petite vidéo pour soutenir, je rappelle, c'est 8 millions d'abonnés sur TikTok, près de 180 millions sur Instagram. C'est un soutien de poids. Qu'est-ce qu'il représente, Neymar? Il représente vraiment cette... Non, je pense qu'il ne faut pas surestimer l'influence que peut avoir Neymar dans une élection présidentielle brésilienne. Évidemment, ça fait partie, disons, de la campagne médiatique, etc. Mais je ne crois pas que ça puisse avoir un impact fondamental sur le vote des Brésiliens qui, lorsqu'ils vont aller voter... Oui, mais il a des soutiens encore, Jair Bolsonaro, et pas n'importe lesquels. Non, il a des soutiens, mais enfin, dans le football brésilien, il y a plein de gens aussi qui sont contre lui. Je pense pour les anciens Rai, je pense à Juninho. Il y a toute une école, l'école de Socrates, pour les gens à qui ça parle, au football brésilien, qui ne sont pas du tout pour Bolsonaro. Neymar ne représente pas le football brésilien. Donc voilà pour Neymar. On va juste s'intéresser, si vous le voulez bien, aux évangélistes, parce que Jair Bolsonaro a pu compter sur eux. Aujourd'hui, on voit que Lula essaye de les approcher. On va regarder ce reportage de notre correspondant Patrick Vanier. Dans cette ville industrielle de plus d'1,5 million d'habitants, comme dans le reste du Brésil, les églises évangéliques sont en pleine expansion. Plus d'une vingtaine ouvrent chaque jour à travers le pays. L'église des Portes Éternelles raconte la même histoire. Vanilda et Watson, policiers militaires à la retraite, sont tous les deux pasteurs. Ils ont commencé ici, il y a 12 ans, à l'étage de leur maison. Le premier jour, nous étions 3 personnes. Moi, mon beau-frère et ma femme. Depuis, nous avons grandi. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 450. Nous sommes à plein temps au service du royaume de Dieu. Aujourd'hui, les églises évangéliques constituent une force politique déterminante au Brésil. Nous sommes presque 40% de la population et nous pouvons décider d'une élection. Le programme de la gauche au Brésil est anti-chrétien. Nous croyons ce qui est écrit dans la Bible. Entre la gauche représentée par Lula et Bolsonaro, nous allons évidemment choisir Bolsonaro. Le dimanche à 18h30, c'est le grand rendez-vous de la semaine. Après les cours d'instruction biblique dans les étages, c'est l'heure du culte. Drapeau brésilien au poing, le pasteur Watson ne peut légalement appeler ses fidèles à voter pour Jair Bolsonaro. Mais le message est sans équivoque. Si vous votez pour un parti qui défend la mort, la légalisation des drogues, les mariages contre la Bible, je vous dis que vous ne connaissez pas le vrai évangile. Les fidèles redoutent une victoire de Lula. Je vois un très grand risque que l'État intervienne dans les réunions religieuses, qu'il limite les activités, le culte, la parole durant le prêche, les positions prises par l'Église. Avec un discours ultra-conservateur dans une ambiance surchauffée, ce soir, le culte du pasteur Watson, diffusé en direct sur les réseaux sociaux, aura duré près de 3 heures. Le vote de ces dizaines de millions d'électeurs très mobilisés sera décisif pour l'élection de dimanche. Voilà, Juliette Dumont, effectivement,
Jair Bolsonaro, il peut compter sur les évangélistes. Et c'est un point important. Oui, il peut compter sur la grande majorité des évangélistes qui représentent donc 30 à 40% des Brésiliens, notamment parce qu'il a en commun cet agenda moral ultra-conservateur, donc la famille, la patrie, Dieu, et toutes ces fake news qui circulent sur le fait que Lula au pouvoir, ce serait la corruption, à la fois la corruption économique, politique, mais aussi la corruption des âmes, avec la légalisation éventuelle de l'avortement, la légalisation des drogues. Vous disiez aussi qu'il y a une fake news qui dit qu'il va fermer les églises évangélistes. Oui, là, on a vu que le religieux était central dans cette campagne, et l'une des fake news contre Lula, c'est de dire qu'il va fermer les églises évangéliques s'il arrive au pouvoir, ce qui génère une panique parmi les fidèles évangéliques. Oui, Jair Bolsonaro, lui, maîtrise parfaitement, notamment grâce à son fils, Carlos, je crois, tout ce qui est réseaux sociaux. Lula, à côté, il a fait une campagne beaucoup plus calme. Alors déjà, juste, ça explique une partie de pourquoi Neymar soutient Bolsonaro. C'est précisément la question évangélique. Ça explique pourquoi il est derrière Bolsonaro. Pour répondre à votre question, oui, par exemple, si on prend Twitter, Bolsonaro, c'est près de 9 millions de followers. Lula, c'est à peu près la moitié. Ça donne à peu près un ordre d'idée du rapport de force, on va dire, sur les réseaux sociaux. Bolsonaro a construit sa carrière politique, en tout cas dans sa marche vers la présidence en 2018, essentiellement sur les réseaux sociaux, en dehors du système, disons, médiatique traditionnel, avec les théories de la conspiration, les fake news, etc. Mais là, ça a marché ou pas? Ça marche encore. Ça marche encore. Vous êtes au Brésil, dans un des pays les plus connectés au monde. Les Brésiliens sont parmi les plus connectés, en particulier à WhatsApp, Telegram, qu'ils utilisent beaucoup comme leur source d'information. Bolsonaro a un canal sur Telegram, par exemple, où il y a des millions de gens qui le suivent, et il donne ces informations à lui, qui sont donc des vérités alternatives à celles qui est décrypté par les médias, etc., etc. Donc il continue. Il se trouve que cette année, le Parti des travailleurs, bien instruit par le débordement dont il a été l'objet en 2018, victime, a rattrapé une partie du retard, et désormais aussi, la gauche brésilienne et Lula ont beaucoup investi les réseaux sociaux, mais sur ce terrain, un peu à l'image de ce qu'on voit aux États-Unis ou en Europe, eh bien l'extrême droite a quand même un leadership sur les réseaux sociaux qui ne se dément pas en 2022. Alors Juliette Dumont, juste une dernière question. Lula, 76 ans, une grande carrière politique, mais pourquoi lui? Il n'y a pas une troisième voie, il n'y a pas un autre tribun, une autre personne? Si on prend le cas du Brésil, on peut le remettre en fait dans un cadre plus large de crise des gauches dans le monde occidental, et la difficulté de faire émerger d'autres leaders que notamment les leaders des années 2000. Lula a pour lui 2 mandats avec des bilans globalement très positif, une cote de popularité en 2011 lorsqu'il quitte le pouvoir qui est encore à 80%, et la difficulté pour la gauche brésilienne de réellement s'unir, de bâtir de véritables programmes d'avenir et de réussir à monter des coalitions. Mais la division de la gauche, elle n'est pas propre au Brésil. Donc au Brésil, il y a Lula. Voilà, Lula face à Bolsonaro. Donc, premier tour de la présidentielle demain au Brésil. Merci à vous deux d'être venus nous éclairer sur ce sujet. Et bien sûr, nous allons suivre ce scrutin sur notre antenne et sur notre site tvsaconte.com. Merci à vous deux.